18, c'est le nombre de chaînes offertes aux Français avec le passage à la TNT, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs que nous sommes. Mais côté coulisses, ces 18 chaînes ont déclenché une bataille violente entre les différents groupes audiovisuels. Un combat où TF1 a tenté par tous les moyens de garder sa prééminence, un combat où tout le monde a affûté ses armes pour des lendemains incertains et inquiétants. Comme beaucoup d'affrontements mêlant argent et pouvoir, politique et puissance, tout s'est passé dans le secret. Mais il y a bien eu une guerre de la TNT. D'entrée de jeu, TF1 a été très hostile à ce projet dont elle pensait qu'il menaçait son hégémonie sur le paysage de la télévision française. TF1, le leader, très naturellement, fait du lobbying, comme on fait M6, comme on fait Canal, comme on font les différents acteurs. On a travaillé le milieu politique, en lui expliquant que voilà, je poursuivais une lubie, que j'étais un monomaniaque de la TNT. Il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit pour accepter une technique, un système qui dit grosso modo, il est fait pour vous affaiblir. Ce que vous avez dit, M. Moujotte, est résumé d'une phrase par une déclaration de M. Lelay, publiée ce matin dans la presse, dans l'Expansion. Le projet de télévision numérique terrestre est stupide. Nous allons payer près de 10 millions d'euros de taxes pour le service public, alors que nos recettes baissent. On est roulé. On est roulé. Et par-dessus le marché, maintenant on vient nous taxer pour financer le service public de télévision. Pardonnez-moi, mais quand on voit ça, on se dit qu'on est chez les dingues. C'est de l'intox. De qui? De la part des concurrents. Je veux dire, pour vous, Quel cadeau? Quel cadeau? Depuis janvier 2009, nous avons interrogé tous les responsables politiques en charge de ce dossier, tous les dirigeants de chaînes de télévision, plus enclins au silence, tant la concurrence est vive. L'âpreté du combat de cette guerre de la TNT s'explique au départ par le danger que représente l'arrivée de nouvelles chaînes pour TF1 et M6. Les grandes chaînes ainsi défiées par les petites chaînes de la TNT ont dû s'adapter pour tenter d'endiguer la vie de tempête qui soufflait alors sur les chaînes hertziennes. La guerre de la TNT a en fait commencé en 2000. Avec 3 combattants qui dominaient la télé française. Patrick Lelay, un breton inflexible qui présidait aux destinées de TF1, qui dominait tout le paysage audiovisuel français, avec près de 60% des recettes publicitaires. Il est opposé à l'arrivée de la TNT qui menace l'hégémonie de son groupe. A l'inverse, Marc Tessier pensait que cette révolution était incontournable. Il en a profité pour préparer son groupe à ces nouvelles échéances. Il présidait alors aux destinées de France Télévisions. Enfin, Nicolas de Taverneau, qui dirigeait avec habileté et réussite sa petite entreprise qui ne cessait de monter, M6. Pour lui, l'arrivée de la TNT est synonyme de concurrence accrue. Sans surprise, il est lui aussi contre la TNT. 3 hommes, 3 guerriers, et à partir de 2001, un arbitre roué, fin politique, le président du CSA, Dominique Baudis. En 2000, le gouvernement de Lionel Jospin adopte la loi de mise en œuvre du projet de télévision numérique terrestre. Voyant ce nouveau mode de diffusion se profiler, France Télévisions renonce aux satellites et quitte le bouquet privé TPS qu'il détenait avec TF1. La loi privilégie France Télévisions contre les opérateurs privés et ouvre un affrontement public contre privé, où TF1 est un leader incontestable, devançant de plus de 10 points la concurrence en termes d'audience. La guerre de la TNT est déclarée. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Marc Tessier. Mais lui, ça lui était extrêmement facile. Il était rentré dans TPS, sorti de TPS, etc. Et il roulait avec l'argent public. Et donc, on était le recordman de création de chaînes publiques en France. Donc, on enfile des chaînes publiques comme des perles. On coupe des rubans, on dit c'est formidable, on satisfait toutes les catégories sociales de la population. Puis après, on dit, on présente la note. Et puis on dit, ah ben on a beaucoup de chaînes, il faudrait quand même les financer, alors augmenter la redevance, donnez-nous des compensations, payer les impôts, etc. Personnellement, je suis très heurté, très choqué par ça.
Personnellement, je suis arrivé avec l'idée que le numérique terrestre était une évolution indispensable et qu'il y avait tout à gagner pour la télévision publique qui était, de mon point de vue, mal positionnée sur le vecteur du satellite et du câble. Il y avait tout à gagner à se lancer dans ce projet. Tout de suite, les équipes de France Télévisions ont complètement adhéré à cette idée parce que c'était pour France Télévisions une façon de se refonder aussi, de retrouver un espace, un avenir, à un moment où la pression de TF1, de M6 était très très forte sur le paysage hertzien. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Les opérateurs historiques privés n'étaient pas favorables à l'arrivée de la TNT. Canal+ n'était pas pressé de voir arriver la TNT. Simplement, disons qu'ils ont une stratégie innovante. Quand ils ont vu que c'était inévitable, ils ont pris le virage. M6 n'était pas pressé non plus. Mais quand ils ont vu que ça allait se faire, ils ont présenté des dossiers, ils ont imaginé des projets. TF1 a été dans une position de crispation. TF1 a tout de suite compris que la TNT était, au fond, une machine de guerre contre elle-même. Et ça n'est pas tout à fait faux. Et on a bien sûr pensé que multiplier l'offre de télévision, c'était aussi une façon d'ouvrir le choix, de permettre plus de pluralisme réel. Et TF1 l'a très bien compris aussi. Et donc, d'entrée de jeu, TF1 a été très hostile à ce projet dont elle pensait qu'il menaçait son hégémonie sur le paysage de la télévision française. L'hostilité de TF1 à la TNT, elle s'explique facilement. Et d'ailleurs, le résultat est là. La TNT, le développement d'autres chaînes, a coûté cher à TF1. Et donc, la position, à l'époque notamment de Patrick Lelay, disant « il faut tout faire pour retarder la TNT », est une position, du point de vue de TF1 et des intérêts de TF1, qui est une position juste. Il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit pour accepter une technique, un système qui dit grosso modo il est fait pour vous affaiblir. Les socialistes au pouvoir entendaient clairement privilégier le service public contre les intérêts des chaînes privées, contre la puissance de TF1. Cette loi sur la TNT, donc machine de guerre contre TF1, on peut dire ça? Ça n'était pas le seul objectif, c'était d'offrir du choix au public. Mais on voyait bien qu'en même temps, offrir du choix au public, c'était desservir les intérêts de TF1. Et ça ne vous faisait pas vraiment de peine? Et ça, non, ça ne nous faisait pas vraiment de peine. Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. S'il est clair que la majorité socialiste avait souhaité mettre un terme à l'insolente domination de TF1, pour les dirigeants de la Une, la victoire de Jacques Chirac en 2002 a fait espérer des jours meilleurs. La nouvelle majorité étant réputée plus à l'écoute des récriminations du groupe Bouygues. D'autant que le navire amiral TF1 commence déjà à montrer des signes de fragilité avec une érosion de son audience. Élection présidentielle, réélection de Jacques Chirac, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin se constitue et Jean-Jacques Ayagon devient ministre de la Culture et de la Communication. Jean-Jacques Ayagon est un homme qui connaissait très bien le monde de la culture en raison des responsabilités importantes qu'il avait exercées auparavant, notamment au Centre Pompidou. Il connaissait moins bien le domaine de la communication audiovisuelle. Est-ce qu'on a pu espérer avoir un ministre de la Communication, Jean-Jacques Ayagon, qui épouse le point de vue de TF1? On espérait toujours avoir un ministre de la Communication qui épouse notre point de vue. Et dans les tout premiers jours de son arrivée en fonction, il est invité sur Radio France pour une émission en longueur où on l'interroge sur les différentes politiques qui relèvent de son ministère. Et quand on en arrive à l'audiovisuel et à la télévision, à la TNT, Jean-Jacques Ayagon dit « Moi, je demande à reconsidérer ce dossier à partir de zéro ». Pour les membres du CSA, comme pour les dirigeants de l'audiovisuel public, les mots de Jean-Jacques Ayagon sont signés d'une main invisible, celle de TF1. Et un mot, et sur toutes les lèvres, il vaut toutes les explications, le lobbying de TF1. TF1, le leader, très naturellement, fait du lobbying.
comme on fait M6, comme on fait Canal, comme on font les différents acteurs. TF1 est le leader, donc il a, a priori, un poids de lobbying plus fort que les autres. Moi, je me souviens d'une anecdote où à l'époque, ça devait être du temps du Premier ministre Balladur. La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale s'était enfin déclarée favorable à la multicoupure, s'était inscrit dans le projet de loi audiovisuel, avec l'approbation du gouvernement, l'approbation de la commission des affaires culturelles le vendredi. Le samedi, après récrimination de TF1, ça a été supprimé des propositions d'amendements soutenues par le gouvernement. Ce puissant lobbying va prendre pour cible Dominique Baudis. Alors, le lobbying, comment est-ce qu'il s'est exercé? C'était une montée au créneau permanente contre le projet. Alors bon, j'ai reçu plusieurs fois Patrick Lelay, le président de TF1, dans mon bureau au CSA, où il cherchait à me démontrer par A plus B que ça ne marchait jamais. La position de dire il faut retarder au maximum la TNT est une position juste. Je me souviens très bien d'une audition de Patrick Lelay au CSA, 10 ans au collège. Vous êtes en train de construire le pont de la rivière Kouai. C'est-à-dire qu'avec la TNT, vous ouvrez la route à nos ennemis. Alors nos ennemis, ça voulait dire évidemment des chaînes qui seraient alimentées par des productions étrangères, qui ne respecteraient pas, comme le respecte TF1, tous les quotas, donc qui ne seraient pas des bonnes chaînes citoyennes au regard de ce que sont les règles de bienséance dans l'audiovisuel français. Le pont de la rivière Kouai. Donc voilà. Quand Patrick Lelay a vu que j'étais attaché à ce projet et que je ne me laisserais pas intimider, on a travaillé le milieu politique. En lui expliquant que voilà, je poursuivais une lubie, que j'étais un monomaniaque de la TNT, mais que ça ne marchait pas. Le propre du lobbying, c'est que c'est voyant. Par exemple, vous envoyez des notes à des parlementaires. Vous envoyez des notes à des parlementaires ou à des membres de cabinet. Ce serait... je n'étonnerais personne en disant que j'en ai lu un assez grand nombre, puisque je faisais évidemment immédiatement les notes de réponse. Il ne faut pas non plus penser que le TF1 était d'un espèce de voilà, puissant qui pouvait... Non, TF1 avait les moyens de lobbying, mais il y a un moment où on en voit les limites. Mais il se trouve que c'était une loi et qu'on ne peut pas, d'un revers de la main, empêcher la mise en application d'une loi. Et nous étions chargés au CSA de mettre en application cette loi sur la TNT, donc il fallait avancer. Et j'ai choisi à ce moment-là de fixer la date des auditions publiques de ceux qui étaient candidats à l'attribution d'un canal sur la TNT au lundi matin qui suivait le deuxième tour de l'élection législative. C'est-à-dire que le deuxième tour de l'élection législative est intervenu un dimanche soir. Le lundi matin commençaient les auditions. Et donc on ne pouvait plus arrêter le processus. Voilà, 15h45, monsieur le Président, monsieur le Vice-président, vous êtes les bienvenus. Et puis pour assurer une certaine publicité à ce cycle d'audition, afin de crédibiliser le projet TNT, je me suis entendu avec la chaîne publique Sénat et Jean-Pierre Elkabbach pour qu'il y ait une retransmission intégrale des auditions qui ont duré pendant près de 2 semaines, à raison de 4 ou 5 heures ou 6 heures par jour. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous convoquer pour nous permettre d'exposer notre opinion sur le projet du numérique terrestre. Alors pour être clair, TF1 prendra sa fréquence en numérique hertzien si le projet de TNT est lancé. Ça ne signifie pas que TF1 considère que le projet tel qu'il est organisé est un bon projet. Le but, c'était que ceux qui étaient intéressés par cette question voient bien que le processus était engagé d'une manière
irréversible. Nous ne voulons pas paraître pour des empêcheurs de tourner en rond, mais nous avons quand même quelques convictions sur l'évolution du marché. Nous pensons que ce projet est un mauvais projet. Nous allons le dire pourquoi, avec, disons, quand même toute la bonne humeur voulue. Je pense que vous le prendrez à ce point-là. Dominique Baudis, déterminé, voulait réussir le passage à la TNT. Mais au-delà de son indéniable volonté, le dossier a trébuché sur un affrontement de personnes. Tout opposait deux hommes, la rigidité granitique de Patrick Lelay contre l'habileté florentine de Dominique Baudis. Cette guerre de la TNT a aussi connu sa bataille d'ego. Vous avez souhaité que l'audition se déroule dans la bonne humeur, on va s'y efforcer. Je rappelle que, du fait de la loi, vous avez un droit acquis pour l'attribution de ce canal sur la télévision numérique terrestre. Par conséquent, je peux vous rassurer, rien de ce que vous avez dit contre le projet ne sera retenu contre votre propre candidature à ce projet. Les auditions du CSA pour l'attribution des chaînes de la TNT deviennent le théâtre de cet affrontement. Un projet que vous avez baptisé... De Vincent Bolloré à Nicolas de Taverneau, patrons, capitaines d'industrie viennent tour à tour plaider leur dossier. Nouveaux venus et dirigeants de grandes chaînes sont mis temporairement sur un pied d'égalité. Ce fut le moment choisi par Patrick Lelay pour s'adresser aux 9 membres du CSA de manière singulière, défendant sa marotte, TV Braise, jusqu'à l'absurde, manière aussi d'afficher un discret mépris. Monsieur le Président, nous vous avons déjà auditionné, vous connaissez donc les règles de ces auditions. Je vous donne tout de suite la parole. Merci. Outrupen gadoriad, itronezed, agautrurien, argusulérien. Autre garek à la rangue, evit beza pedet TV Braise, d'agini garactress. Pardonnez-moi cette infraction à la loi Toubon. Vous me la pardonnerez d'autant plus que ceci, pour ceux qui ne parleraient pas le breton couramment, avait pour objet de vous remercier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de nous donner l'occasion de vous parler de TV Braise. Alors à la fin de son intervention, je lui ai dit je pourrais vous répondre en occitan. Alors ça lui a arraché un sourire. Ah, j'aimerais vous répondre en occitan. À votre position de président, vous ne pouvez pas vous autoriser. Voilà, je n'en ai pas le droit. J'aimerais vous parler de Toulouse, de l'Empire Visigoth, des troubadours, des cathares brûlés par Simon de Montfort sur le bûcher. Mais malheureusement, c'est pas le sujet du dossier. Le dossier appelle des questions soit sur la télévision numérique terrestre, soit sur la Bretagne. Sur la télévision numérique terrestre, nous n'ignorons rien de votre point de vue. Pourriez-vous nous parler encore un peu de la Bretagne? Vous êtes tellement aimable quand vous parlez de la Bretagne. Non, je vous remercie. Toujours aimable, simplement, on dit ce qu'on pense. L'hostilité est mauvaise conseillère. Tout à leur rejet de la TNT, les dirigeants de TF1 n'ont pas voulu lui offrir ce qu'ils avaient de plus précieux. Avec LCI, la première chaîne d'information, TF1 avait un joyau, un CNN à la française qui s'était imposé comme seconde chaîne du câble et du satellite. Portant avec loyauté le refus de Patrick Lelay, Étienne Moujotte vient justifier de mettre LCI sur la TNT payante. Décidément, l'ombre de Patrick Lelay est omniprésente. Nous examinons la candidature de LCI, la chaîne Info. Il n'y a rien de paradoxal à ce que ce matin, je vous présente cette candidature de la chaîne Info au numérique terrestre. J'ai pas du tout compris la stratégie de TF1. Les opérateurs historiques, TF1, M6, Canal+, avaient, du fait de la loi, le droit d'obtenir un canal supplémentaire de leur choix, ce qu'on appelle le canal bonus. Voilà. Donc les historiques avaient cet avantage par rapport aux nouveaux entrants, c'est de pouvoir dire, voilà, ce dossier, on le veut, on le présente, on veut l'obtenir. La chaîne Info est donc candidate, hors appel à candidature, en complément de TF1, ce qu'on appelle, dans le langage commun, le canal bonus, avec des guillemets à canal bonus. Et bizarrement, TF1 a misé ce joker, en quelque sorte, sur une chaîne qu'on aurait pris de toute façon. On ne pouvait pas ne pas mettre une chaîne d'information permanente sur la TNT, et c'était la seule. Je regrettais d'ailleurs qu'elle soit candidate en payant et pas en gratuit. Donc ils ont gâché l'atout qu'ils avaient.
Bon, ce que vous avez dit, M. Moujotte, est résumé d'une phrase par une déclaration de M. Lelay, publiée ce matin dans la presse, dans l'Expansion. Le projet de télévision numérique terrestre est stupide. Alors, pouvez-vous nous convaincre que vous voulez vraiment accéder à la télévision numérique terrestre? S'agissant de la candidature de LCI à la télévision numérique terrestre, nous sommes candidats au canal. Vous maintenez la candidature? Non. Je pense avoir été mal entendu, Monsieur le Président. J'ai commencé en vous disant que, quelles que soient les réserves que le groupe TF1 peut avoir sur la TNT, nous sommes, LCI, candidats parce que nous pensons que si ce réseau prend place, ce sera un réseau de distribution sur lequel nous souhaitons être. J'ai été clair sur ce point, me semble-t-il. Nous, au CSA, quand on voyait ça, on se disait entre nous, voilà, Patrick Lelay essaye d'arrêter le train. S'il n'arrive pas à l'arrêter, il montera dans le dernier wagon, il progressera le long du train et il prendra le pilotage de la locomotive. C'est ce qu'on pensait. Et en fait, il n'a pas réussi à prendre le dernier wagon. Il n'a pas réussi à arrêter le train, il n'a pas réussi à sauter à prendre le dernier wagon. TF1 a bien perdu cette guerre de la TNT. Une défaite qui coûtera cher à Patrick Lelay. Seule consolation pour les dirigeants de la Une, leur lobbying a permis d'affaiblir l'un de ses concurrents, le groupe France Télévisions, qui a dû renoncer à plusieurs de ses projets, comme celui de sa chaîne d'information continue. Après le changement de gouvernement, on est passé à moins de 6 chaînes pour la télévision publique et à plus de 5 chaînes pour la télévision privée. Bon, c'est un symbole. En 5 ans, TF1 a perdu près de 5 points d'audience. Dans le même temps, les petites chaînes ont vu leur audience passer de 4 à 11 points. La menace décriée par Patrick Lelay était bien réelle. Voilà, il y a 10 minutes maintenant que la TNT a été lancée. Et d'abord, Dominique Baudis, on va voir tout simplement si ça marche. C'est en direct et on va zapper. Le 31 mars 2005, la télévision numérique terrestre est lancée. Ça a l'air de marcher. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Et pour les téléspectateurs, c'est vraiment rentrer dans un nouvel âge. C'est une révolution au profit de l'immense majorité des téléspectateurs. Les 3/4. L'arrivée de la TNT dans les foyers est une victoire pour Dominique Baudis, révélé fin manœuvrier, mais aussi une vraie déconvenue pour les chaînes privées. Les Français vont se ruer pour acquérir des décodeurs et le succès de la TNT est au rendez-vous. 5 minutes d'explication et ça fonctionne tout seul. Les Thomas ont connu l'ORTF, alors forcément 14 chaînes, ça change tout. C'est bien d'en avoir plus quand même, bien, oui. Parce que certains jours, c'était limité comme choix. La TNT est une vraie réussite. Les Français ont acheté en nombre de décodeurs pour bénéficier d'une offre de télévision élargie. TF1 ne l'avait pas prévu. Alors, comme un mauvais perdant, la chaîne présidée par Patrick Lelay contre-attaque, espérant encore fragiliser le projet de la TNT. Dans les opérations de retardement orchestrées par TF1, il y a eu un recours devant le Conseil d'État contre l'attribution de certaines chaînes au groupe Lagardère et à Canal+. Le recours a abouti au Conseil d'État. Alors, non pas à l'annulation de toutes les autorisations, mais d'un certain nombre d'autorisations. Je crois que c'était entre 4 et 6, quoi. Enfin, c'était pas mal, c'était quasiment le tiers de l'opération. Donc j'ai aussitôt décidé de relancer un appel. Et alors, à l'occasion de ce deuxième appel, on a eu de nouveaux dossiers. Finalement, ça a servi le projet, parce qu'à ce moment-là, les opérateurs croyaient davantage à la TNT qu'ils n'y croyaient en 2002. C'est le cas des dirigeants de M6 qui ont su faire preuve de pragmatisme en transformant leur chaîne M6 Musique en W9, une chaîne généraliste. Une manière de faire oublier l'hostilité des débuts lorsque l'on avait bâti une chaîne en pariant sur l'échec de la TNT. Le choix d'M6 Musique en chaîne bonus, c'était au moment où nous misions sur TPS. Dès lors que les pouvoirs publics ont changé de politique, je dis bien ont changé de politique, en disant maintenant, ce qui est important en France, c'est pas d'avoir 2 bouquets satellitaires, mais savoir de la TNT gratuite, ben c'est là où on a fait évoluer le format d'M6 Musique, avec la complicité du CSA d'ailleurs, hein, pour faire W9. Aujourd'hui, si vous voulez,
nous gérons un bouquet, nous gérons pas une seule chaîne. Bon, ça, on a compris ça assez vite. Nous réfléchissons groupe et non plus simplement chaîne. Le succès de cette nouvelle chaîne a été au rendez-vous et W9 s'est imposé comme l'un des leaders de la TNT. Une réussite qui efface les hésitations du groupe M6 au début de la TNT. Les auditions de 2005 ont bel et bien constitué une session de rattrapage après celle de 2002. M6 a présenté W9 et Canal+ a choisi de mettre iTélé, sa chaîne info encore confidentielle, sur la TNT. Patrick Lelay, lui, reste inflexible. Il ne veut pas croire à la TNT en dépit de son démarrage réussi. LCI restera sur la TNT payante. Et alors, à ce moment-là, à nouveau, TF1 vient présenter TV Braise et Claude Berda présente RTL 9. Il y a eu plusieurs votes et ça arrivait toujours à égalité. On a voté 2 fois et 2 fois de suite, égalité. Et à ce moment-là, un des membres du conseil a dit, au fond, on vient de choisir e-télévision en chaîne d'information permanente, gratuite. Ça a été une stratégie intelligente de Canal+. Et on avait une autre chaîne gratuite qui n'existait pas d'ailleurs, qui n'existait que sur le papier, qui était candidate comme chaîne d'information permanente, c'était BFM TV. Et donc voilà comment BFM TV est devenue l'une des chaînes de la TNT gratuite. 2005 est bel et bien un avis de décès pour la chaîne info du groupe TF1. En refusant de mettre cette chaîne sur la TNT gratuite, les dirigeants de la Une ont ouvert un boulevard qui profitera à un nouveau venu, BFM TV. Aujourd'hui, les dirigeants de TF1 veulent pouvoir diffuser LCI sur la TNT, déclenchant une bataille contre BFM TV, mais surtout contre le groupe Canal+ et sa chaîne iTélé. Au départ, quand nous avons déposé notre dossier de candidature début 2005, nous souhaitions faire une chaîne à dominante économique. Parce que il y avait déjà 2 chaînes d'information généraliste en France. Nous pensions que ces 2 chaînes se retrouveraient sur la TNT gratuite. Et puis, lorsque nous avons constaté que LCI n'avait pas déposé de dossier en TNT gratuite, on s'est dit qu'il valait mieux que BFM TV soit une chaîne d'information générale. C'est des concurrents historiques qui n'avaient pas la même vision que nous de ce qu'allait être l'avenir et donc qui ont fait le mauvais choix. Et on va tout de suite en direct à Calais pour vous retrouver, Julia Delin. Julia, vous avez suivi toute cette journée pour nous. Tout à l'heure, Est-ce que vous, le patron que vous êtes, est-ce que vous considérez que d'avoir maintenu LCI en payante est le bon choix pour la chaîne info du groupe TF1, ou est-ce qu'un autre choix aurait dû être fait ? Aujourd'hui, il est clair que le choix de mettre LCI sur la TNT payante n'est pas un bon choix. Il aurait fallu concourir pour la mettre sur la TNT en clair. En 2007, Martin Bouygues décide d'écarter de TF1 le tandem constitué par Patrick Lelay et Étienne Moujotte, les 2 hommes qui incarnaient la toute-puissance de TF1 depuis sa privatisation en 1986. La stratégie, sans doute trop défensive de Patrick Lelay, se trouve ainsi condamnée. Désormais, la suprématie de TF1 est contestée et son virage raté sur la TNT oblige à une contre-attaque. L'audience de TF1 est tombée sous la barre de 30 points et a perdu en moyenne 1 point par an depuis 10 ans. Dans le même temps, la TNT accueille près d'un quart les téléspectateurs. Mais le temps est d'abord à la revanche, une revanche économique et politique. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. Cette annonce du président de la République a fait l'effet d'une bombe. En ce début 2008, c'est la contre-attaque. L'affrontement est plus que jamais un affrontement public, privé, mais les hommes ont changé. De la première bataille, il ne reste que le pugnace Nicolas de Taverneau, qui dirige M6, dont l'insolente réussite n'en fait plus la petite chaîne qui monte. Patrick Lelay a laissé sa place à Nonce Paolini, habile négociateur à la tête de TF1
qui enregistre une baisse historique de son audience. Bertrand Méheux poursuit avec talent le redressement du groupe Canal+. Marc Tessier a été remplacé par Patrick de Carolis à la tête du groupe France Télévisions, qui souffrait moins de la TNT que TF1. C'est dans ce nouveau paysage que le président Sarkozy brouille une nouvelle fois les pistes, une technique qui lui a si souvent réussi par le passé. On est dans un bouillonnement, au bout de 6 mois de pouvoir, une sorte de bouillonnement, de recherche d'idées, de recherche d'un souffle, et on sent bien ça dans le mois de novembre et de décembre 2007. Donc tout le monde cherche des idées, etc. Ça phosphore, il y a, je vous le dis, la recherche d'un second souffle. Et on s'est dit, pourquoi pas supprimer la pub ? Et tout le monde a trouvé ça formidable. Mais ça ne relevait pas d'une réflexion réfléchie, d'une analyse approfondie du secteur, d'études qui auraient été faites en amont par tel ou tel conseiller. On est dans l'improvisation absolue. On veut changer, on veut continuer. Je veux changer. Une quinzaine de jours plus tôt, nous avions vu avec Patrick de Carolis Nicolas Sarkozy, et il nous avait dit, le président de la République, on est toujours sur la décision qu'il avait mis en avant dans sa campagne électorale de création d'une coupure de publicité dans les émissions de variété, de divertissement et dans les magazines de flux, ce qui apportait ce dont on considérait avoir besoin, notamment pour financer le développement du numérique, 20 à 30 millions d'euros supplémentaires à France Télévisions. Et puis 2 semaines plus tard, donc le 8 janvier, on suit la conférence de presse dans le bureau de Patrick de Carolis, on était 4 ou 5, et on entend le président de la République annoncer ça. Je souhaite donc que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. C'est en regardant la conférence de presse du président de la République que j'ai appris cela, oui. On n'avait absolument pas été informé, personne. J'ai appris la décision, parce qu'elle a été au fond très précipitée, du président de la République, peu avant la conférence de presse. Et de ce point de vue-là, je crois que le Premier ministre et la ministre de la Culture étaient eux-mêmes pas au courant. Donc autant je trouve normal qu'on ne nous ait pas prévenu 15 jours avant, parce qu'il y avait une part de confidentialité, de secret, autant l'idée de ne pas nous informer, de nous faire informer. Je sais qu'il a le téléphone facile, le président de la République. J'en sais quelque chose. On a souvent évoqué le contre-pied habile de Nicolas Sarkozy en prenant cette mesure un temps soutenue à gauche. Mais la réalité est sans doute tout autre. Moi, je sais par expérience que c'est une demande très ancienne de TF1, très ancienne, et qu'il y a même eu un recours de TF1, et je suis allé à Bruxelles en 98, si ma mémoire est bonne, et Catherine Trautmann, qui était ministre à l'époque, y était également, puisque TF1 avait fait un recours contre l'utilisation de la publicité par les chaînes publiques. Donc on sait, au moment où Nicolas Sarkozy annonce ça à la surprise générale, ça nous évoque quelque chose, parce que on sait que c'est une vieille demande de TF1. Et très vite, on sait, par des indiscrétions, que dès le mois de décembre, Laurent Soli, qui est l'ancien directeur de campagne adjoint de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui directeur adjoint de TF1, est venu avec Martin Bouygues voir Nicolas Sarkozy, qui lui ont remis un document, et bien évidemment, ce document, on l'obtient assez facilement dans les semaines qui suivent, où, en gros, le projet de loi qui était adopté en décembre était écrit de la main de TF1. Donc Martin Bouygues l'a rêvé, Nicolas Sarkozy l'a fait ? Absolument. Il souhaite la suppression de la publicité à la télévision publique. Le cours de bourse des groupes privés de télévision s'est aussitôt envolé. Après, on est rentré dans un système où il fallait tout négocier pied à pied et où c'est devenu un chemin de croix. Parce que sur le plan financier, moi je suis un militant absolu et farouche de l'indépendance des recettes de France Télévisions. L'indépendance des recettes, c'est la redevance et la publicité. On a voulu que les Français aient plus de chaînes gratuites. C'est une volonté des pouvoirs publics par la TNT, par le câble et le satellite. Ils ont distribué des licences considérables, 18 chaînes gratuites sur la TNT. Il est normal de leur réserver les ressources publicitaires. Nous disons d'ailleurs que ça ne suffit pas. On a créé trop de chaînes par rapport au marché.
Au printemps 2008, Patrick de Carolis estime ne pas avoir les garanties financières nécessaires pour faire face à la suppression de la publicité. C'est le moment choisi pour contre-attaquer et sauver avec panache le budget de la télévision publique. J'estime aujourd'hui, d'après les déclarations des uns et des autres, que le compte n'y est pas. J'estime aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions futures. Nous verrons si le compte y est. Si le compte y est, je m'en féliciterai, je le dirai. S'il n'y est pas, je prendrai mes responsabilités. Après cette intervention, le budget est sauvé. Mais 6 mois plus tard, la loi supprimant la publicité après 20 heures est adoptée. En janvier 2009, cette loi continue d'opposer dirigeants publics et privés. La loi audiovisuelle a été, et j'ai été un des premiers à le dire, je l'ai toujours dit, cette loi est une aubaine pour le service public dans la mesure où celui-ci a des revenus garantis maintenant, indépendamment de ses audiences, indépendamment du marché de la publicité. Le groupe France Télévisions a des revenus garantis. C'est une évidence. Pourquoi? Simplement parce que cette loi, elle donnait au service public la sécurité de son budget pour les 3 ans qui viennent. Et ça, il n'y a pas d'entreprise au monde qui ait cette chance, à l'exception du groupe public. Et donc, c'est une aubaine pour les chaînes de France Télévisions. C'est l'intox. De qui? De la part des concurrents. Pour vous, quel cadeau? Quel cadeau? Où sont les cadeaux aujourd'hui quand on décide de donner une chaîne bonus à ceux qui n'ont pas pris le train de la TNT? Quel cadeau à ceux qui, lorsque moi je remets, de par la nouvelle loi, sur le marché publicitaire 450 millions, et qui ne saisissent pas l'opportunité d'en prendre une partie, à qui on fait les cadeaux? Pour compenser la disparition de la publicité sur les écrans de France Télévisions, les chaînes privées doivent désormais acquitter une taxe. Un dispositif pensé avant la crise et qui a déclenché la colère des dirigeants des groupes privés qui voyaient en même moment leurs bénéfices fondre comme neige au soleil. À la limite qu'on paye une taxe si nos résultats, c'est-à-dire notre bénéfice monte. D'abord on a l'impôt sur les sociétés, mais qu'on nous fasse un surimpôt parce qu'on aurait fait des profits rocambolesques, comme on nous en a accusé. Pourquoi pas? Et encore... Sur les comptes de TF1 cette année, en 2009, ça a pesé 20 millions d'euros de taxes supplémentaires. Alors qu'on sait que des chaînes de télévision comme TF1 sont hyper taxées. C'est un non-sens économique. Nous payons en 2009, nous allons payer près de 10 millions d'euros de taxes pour le service public, alors que nos recettes baissent. On est roulé. On est roulé. 180 millions d'euros pour la création française, obligation de production. 50 millions d'euros pour le cinéma français, obligation par le biais de TF1 Film Production. Et qu'on donne 90 millions d'euros au CNC pour encourager les films et le financement du cinéma et des fictions françaises, dont on reçoit à peine 3 ou 4 millions d'euros de subventions en retour par nos filiales de production. Et j'ajoute enfin qu'on paye sur les années entre 12 et 15 millions d'euros de taxes. Pour qui? Pour la presse et la radio associative. Si avec ça, vous pouvez vous développer, c'est que vous êtes drôlement costaud. Et on essaye de se développer malgré tout ça. Il n'y a pas un pays d'Europe où ça existe. Pas un seul. Pas un pays au monde. Et par-dessus le marché, maintenant on vient nous taxer pour financer le service public de télévision. Pardonnez-moi, mais quand on voit ça, on se dit qu'on est chez les dingues. Alors dire aujourd'hui que c'est un cadeau qu'on a fait à France Télévisions en supprimant la pub, l'avenir le dira. Moi je ne le vois pas comme ça. C'est ni un cadeau, ni un cadeau empoisonné. C'était un acte de réglementation. On a fait avec. Le seul constat que je fais, c'est que entre le premier semestre 2007 et le premier semestre 2009, on aura perdu 263 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on appelle ça un effet d'aubaine... 2 ans après, en 2010, il faut bien constater que l'audiovisuel public est le vrai gagnant de cette réforme d'un point de vue économique. Certes, il a perdu la maîtrise de son financement, mais dans le même temps, il a enregistré une hausse de ses recettes au moment où les chaînes privées, elles, souffraient. Mieux, l'état des finances publiques et les dissensions au sein même de la majorité sur cette interdiction de la publicité ont poussé le législateur à établir un moratoire sur l'interdiction de la publicité sur les écrans des chaînes publiques.
À l'automne 2011, il y a toujours de la pub sur les écrans de France Télévisions. Sans que probablement le président le veuille, cette réforme a finalement aidé France Télévisions à passer une période très difficile où les recettes publicitaires se sont effondrées. Et il y a eu une aubaine pour le service public, pas tellement, on le revoit, pour les chaînes privées. Il y avait eu des projections qui avaient été faites, que j'avais fait faire à l'intérieur du cabinet, par des institutions privées, qui montraient que finalement la répartition du gâteau publicitaire devait se faire en faveur de TF1 et d'M6. Et finalement, la réalité des faits, c'est qu'ils n'en ont pas tant profité que cela. La décision a été prise de faire un moratoire qui nous mène jusqu'en 2014 avec la publicité maintenue avant 20 heures. C'est évidemment une situation totalement exorbitante de ce que l'on trouve en Europe. En Espagne, au 1er janvier 2010, la publicité a été supprimée d'un coup sur le service public. Et elle se reportait quasiment intégralement sur les chaînes privées espagnoles qui ont retrouvé une santé financière qu'elles avaient perdue en 2009, instantanément. À partir du moment où la France décide de s'arrêter à moitié chemin, c'est-à-dire dire après 20 heures, la réforme est juste et avant 20 heures, elle n'est pas juste. On est dans un faux système. Et on est dans un faux système dont nous sommes les victimes. C'est-à-dire que nous avons la concurrence pour les chaînes privées commerciales, mais nous n'avons pas les recettes ou l'intégralité des recettes du secteur publicitaire que devraient avoir ces mêmes chaînes commerciales. Et en plus, elles payent une taxe. Aujourd'hui, conserver une taxe sur les chaînes privées au motif d'un effet d'aubaine qui ne s'est pas produit, pour financer des concurrents qui viennent sur le marché des droits et qui par ailleurs font une politique de prix extrêmement bas à la journée qui nous amène, nous, à baisser nos prix également, eh bien c'est évidemment une absurdité économique. Je me dis quand même qu'en France, malheureusement, on décide de réformes et on ne va pas au bout de leur application. En 2005, l'irruption du groupe Bolloré dans la télévision avait laissé circonspect. La réponse viendra 6 ans plus tard, lorsque le groupe vendra à Canal+ pour un peu plus de 500 millions d'euros ces deux chaînes, empochant au passage une plus-value de près de 400 millions d'euros. Le marché publicitaire télévision France Total, c'est 3,5 milliards d'euros. Donc avec une chaîne qui coûte grosso modo 35 millions d'euros, il faut à peu près 1% du marché publicitaire pour l'amortir. Donc Direct 8 visait 1% du marché publicitaire pour amortir la chaîne. Donc pour cela, on visait environ 1,5% d'audience. Donc l'ambition de Direct 8 a toujours été de se développer, mais raisonnablement, d'avancer tranquillement au rythme de la TNT. Pari tenu pour Direct 8 qui, à l'instar d'autres chaînes de la TNT, a progressé plus vite que prévu. Une montée en puissance qui a obligé TF1 à réagir, sa domination sans partage appartenant désormais au passé. Lorsque vous êtes dans un univers ultra concurrentiel avec 90% des foyers bientôt qui auront plus de 18 chaînes, il faut évidemment imaginer que TF1 ne restera pas à 40%. D'ailleurs, il y a bien longtemps qu'on a perdu ces chiffres-là. TF1 a été dans une situation anormale pendant 20 ans vis-à-vis de nous. Ils avaient une part de marché beaucoup plus importante que leur part d'audience, une prime au leader, voilà, un statut tout à fait privilégié, si vous voulez, par rapport à nous. On revient dans la normalité. Et dans cette normalité, nous avons notre place à tenir. Mais si tout le monde peut se développer, je pense que ça sera au bénéfice de tout le monde. En 2009, les dirigeants de TF1 ont entamé des négociations pour racheter les chaînes du groupe AB, NT1 et TMC. C'est pas pour rattraper un retard, c'est que le marché de la TNT se développe, qu'on trouve qu'il y a probablement une histoire intéressante à raconter et un rôle intéressant à jouer, que TF1, par ses compétences, je parle pas des miennes, je parle de celles des équipes de programmation et d'antenne, peut apporter à ces chaînes-là des atouts qui leur permettront de s'ouvrir à un nouveau public. Pourquoi ne pas le faire? Alors c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. 192 millions d'euros, c'est le prix payé par TF1 pour solder les erreurs de ses anciens dirigeants. Mais c'est aussi le prix à payer pour retrouver un leadership sur la TNT.
La première chaîne a sauvé l'essentiel, même si le 6 mai 2009, la Une annonce le premier déficit de son histoire. Ça n'a pas coûté bien cher à TF1 d'être pendant 2 ans mal placé sur la TNT. Côté cinéma, NT1 voix grand. 20h50 en direct sur TF1. C'est ni plus ni moins se redonner une nouvelle perspective. C'est d'aller sur un marché neuf où notre savoir-faire peut permettre d'obtenir de bons résultats et donc d'amener TF1, sinon à repartir vers la croissance, tout au moins à se trouver dans une situation économique qui soit un peu moins fragilisée par la fragmentation qu'on constate aujourd'hui sur ce marché. À tous les martyrs du sofa, tous ceux qui se demandent encore pourquoi cette couverture est trop courte, surtout en bas. TF1 a une crise d'adaptation parce que ils ont voulu forcer un peu leur modèle dominant. Bon, cette crise d'adaptation, puis peut-être qu'il y a des choix un peu difficiles, mais ils reprennent leurs esprits. Et je pense que quand vous avez une position de marché à plus de 50% du marché de la pub dans un pays, alors je vais vous dire, ce serait quand même bizarroïde de perdre de l'argent. Hein. Et enfin, à toi, tous les autres. C'est un pari industriel. C'est-à-dire que ce pari industriel fait que on met de l'argent sur la table en espérant non seulement avoir le retour sur cet argent, mais un jour dégager de la recette pour permettre à TF1 d'avoir un avenir. TF1 est en pleine mutation. Il lui faut abandonner sa place de chaîne hyper dominante pour celle moins confortable de simple dominant. Entre-temps, la concurrence est accrue et surtout M6 s'est imposé en vrai rival. Au cours de l'année 2009, la capitalisation boursière de M6 était supérieure à celle de TF1. Moi, je ne partage pas l'idée que TF1 soit une chaîne fragile. TF1 est une chaîne en position dominante sur le marché français. Il a aujourd'hui, avec ses chaînes associées, il a entre 50 et 55% du marché de la pub télé, aujourd'hui. Il devrait monter très significativement lorsqu'il y aura la fin de la publicité sur France Télévisions. Donc c'est une position dominante très puissante qui interpelle ses concurrents. Cette guerre de la TNT a modifié le rapport de force entre les chaînes hertziennes historiques. M6 a gagné en audience, ayant désormais les moyens économiques de ses ambitions. Il lui fallait monter en puissance pour gagner en influence et ainsi défier TF1. Oh ben, vous savez, notre capacité d'influence a toujours été beaucoup plus limitée que celle de TF1. Alors peut-être c'est parce qu'on n'avait pas de journal télévisé, c'est peut-être parce que TF1 était beaucoup plus important que nous, en termes économiques et en termes d'audience, pendant de très longues années. Et par voie de conséquence, on essayait de se mettre d'accord sur les sujets d'intérêt commun public, c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre d'actions. Parfois on a été en désaccord, et quand on était en désaccord, on a toujours perdu. C'est pour cela que M6 lance le 7 septembre 2009 son premier journal télévisé avec une présentatrice. Tous les jours, retrouvez votre nouveau rendez-vous avec la rédaction d'M6, le 19h45. Bonsoir, il est 19h45. Vis-à-vis du public, du grand public, le fait d'avoir un journal télévisé présenté, parce qu'on a déjà un journal télévisé tout en images, fait qu'on change de statut, y compris vis-à-vis du grand public. Il est temps, de la même façon que pendant, 15 ans, on n'a pas eu de sport, pendant de longues années, on n'a pas eu de fiction. Bon, il est temps, aujourd'hui, d'avoir un vrai journal télévisé. M6 est une chaîne qui existe par la qualité de ses programmes, par son dynamisme, par tout ce que vous voudrez. C'est pas parce que maintenant on a mis une présentatrice au journal de 6 minutes, qui d'ailleurs en faisait déjà 13 à l'époque, qu'on change de statut. Enfin, c'est une vue de l'esprit. On est moins regardé. C'est vrai du grand public, mais c'est aussi vrai des leaders d'opinion qui peuvent avoir un regard un peu différent sur la chaîne et nous mettre dans une seconde catégorie, le fait de ne pas avoir de journal.
Le Rafale, un avion qui sait tout faire. Combat aérien, attaque au sol, combat maritime, reconnaissance et en prime la capacité à emporter l'arme nucléaire. On va parler cash, c'est-à-dire, tout à l'heure, on nous a dit sur la seconde coupure, on a mis 20 ans, on n'y est pas arrivé. Vous pensez qu'en ayant un 20 heures, ça peut être plus facile? C'est pas pour ça qu'on le fait, mais s'il y a un bénéfice secondaire, pourquoi pas, hein. Et avant de passer au sport, voici ce qui vous attend dans la suite de ce journal. Vous saurez avec Alexandre. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, un journal comme celui de TF1, prenons le 20h, tourne autour de 7 millions de téléspectateurs en moyenne, voire au-delà, suivant les événements, que celui de la 2 fait 4,8 millions, 4,9 millions, 4,5 millions, ça dépend, et celui de la 6 aujourd'hui fait 2,4 millions, 2,5 millions. Chiffre d'ailleurs qui était le sien au moment du 6 minutes sans personne pour le présenter. Donc mettons que dans ce cas-là, il a fait une dépense de plus pour une audience comparable. Derrière les sourires et les lumières des écrans de la TNT, ces nombreuses batailles se sont faites loin, très loin du spectateur. Pourtant, c'est bien lui qui, in fine, reste l'arbitre. À la fin de l'année 2009, le paysage audiovisuel apparaissait comme instable. On devinait que certains acteurs allaient disparaître et au-delà, que le modèle des chaînes généralistes touchait à sa fin. La télévision se regardait déjà sur Internet et sur les téléphones portables. Ces évolutions amenaient une question. Devra-t-on demain payer pour regarder la télévision ?